Pour être un bon leader, il faut avoir un projet à long terme, un projet cohérent, enthousiasmant, qui peut entraîner ceux à qui on s'adresse, et en même temps un projet crédible qui soit capable d'être réalisé et réaliste. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut être capable de comprendre, d'être empathique à l'égard de ceux à qui on parle pour essayer de les embarquer dans votre aventure et faire en sorte qu'ils se sentent concernés, intéressés et qu'ils y trouvent du sens. Et la troisième, c'est d'avoir beaucoup d'humilité. On se rend compte qu'on peut se tromper, qu'il faut pouvoir écouter les autres et être en situation de pouvoir changer la vie. Ce qui est en train d'apparaître, c'est, en raison de la généralisation du numérique, le fait que chacun est de plus en plus seul, autonome, individuel. Il y a de moins en moins d'organisation. Les gens sont plus entrepreneurs de leur propre vie qu'entrepreneurs collectifs. Et s'il veut être un bon leader, il faut d'abord être un bon leader de sa propre vie. Si on n'est pas maître de sa vie, on ne peut pas être un leader. Donc il faut d'abord être ce que j'appelle en situation de devenir soi, de contrôler, de choisir vraiment ce qu'on veut faire de sa vie. On n'est pas crédible pour proposer un projet collectif si on ne se dirige pas soi-même. Donc la première chose à faire, c'est d'être en situation de se maîtriser et de proposer aux autres de partager un projet. Je ne peux pas ne pas citer François Mitterrand, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler pendant 20 ans et qui était un grand leader, parce que c'était un visionnaire, en même temps quelqu'un qui avait un sens des racines, un projet qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui était un vrai grand projet pour la France et pour l'Europe. Dans un autre univers, je citerai évidemment Nelson Mandela, qui avait un projet magnifique et qui a tenu contre vents et marées jusqu'à pouvoir le réaliser. Alors déjà chez nous, un leader, ça s'appelle un chef de chantier, donc il y a un côté très opérationnel, très pragmatique, très main dans le cambouis pour un leader. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup dans de la coordination et un côté très technique lié à un projet, mais aussi beaucoup dans l'empathie, parce que il va gérer beaucoup de personnes très différentes et va falloir s'adapter vraiment à des personnalités très variées. Donc ça, c'est le leader, on va dire, d'équipe. Et après, nous, on fait beaucoup émerger d'autres leaders, parce qu'on travaille beaucoup en mode projet et on n'hésite pas sur ces modes projets à prendre des gens qui ne sont pas forcément chefs de chantier, qui ne sont pas managers officiels et qui vont être là pour coordonner un travail entre différents chantiers justement. Et voilà, donc le leader, il peut sortir d'un peu n'importe où chez nous. Il peut sortir du bois et c'est aussi d'ailleurs ça qu'on aime, c'est que ça permet de faire émerger des personnalités et voilà, et de belles compétences. Michel Augustin, c'est vraiment un révélateur de talent. Enfin, je suis anciennement RH, donc je peux vraiment vous le certifier. En fait, je pense qu'un an chez Michel Augustin, c'est 5 ans ailleurs. On apprend plus vite, on apprend de façon beaucoup plus efficace. On est mis dans le bain du jour au lendemain. On vous met sur le devant de la scène parce qu'on a besoin de vous, parce qu'on n'a pas de doublon par poste. Donc chacun se prend en main et chacun est très vite responsabilisé. Donc oui, parce qu'on a ce mode de fonctionnement où tout va très vite, on vous en demande assez vite, on vous demande assez beaucoup de choses, ah bah forcément ça fait émerger des gens qui, dans d'autres structures, auraient mis plus de temps à se révéler. Alors après, oui, du coup, on a là aussi les défauts de nos qualités, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont assez courtisés à l'extérieur. Chez Michel Augustin, c'est le leader, il est extrêmement adaptable, c'est-à-dire qu'il peut changer, enfin, il peut s'adapter à un changement d'avis d'une minute à l'autre, voilà. Et puis, ce qui était une certitude un jour ne l'est plus le lendemain, mais c'est pas grave, on recommence. Donc, extrême adaptabilité. C'est un peu lié à l'adaptabilité, mais c'est ce côté pugnacité, c'est savoir faire avancer plusieurs personnes de front et du coup aligner aussi les gens, savoir aligner les gens, mais et s'assurer que tout le monde avance avec lui. Parce que chacun est aussi un peu sur ses missions. Donc le leader doit vraiment s'assurer que chacun a ses missions, certes, mais aussi chacun avance ensemble. Et j'aime bien toujours raisonner par 3, des formations professionnelles. Le troisième point, je pense qu'il y a vraiment ce côté empathie, mais limite énergie positive, le power. Enfin, chez nous, on résume ça, c'est vraiment, il faut avoir le power. Il faut avoir ce côté, je fous la pêche aux gens. C'est indispensable. La French Tech, c'est d'abord les entrepreneurs. Et ce qui est important, c'est qu'ils sont présents partout. Vous avez la French Tech à Grenoble, à Lyon, à Toulouse, évidemment à Paris, donc un peu partout en France. Et ça forme un réseau. C'est des communautés d'entrepreneurs. Et vous l'avez aussi, ces communautés, à l'international. Vous allez à Shenzhen, vous allez à Tokyo, vous allez au Cap.
vous avez ces communautés d'entrepreneurs, français ou francophiles, en tout cas qui ont ces liens avec la France, qui se mettent ensemble, et ensemble, ils font le grand réseau mondial de la French Tech. L'entrepreneuriat, les startups, c'est à la fois un projet très individuel finalement, mais ce n'est que du collectif. C'est-à-dire qu'on est en permanence, c'est par la qualité des interactions avec les investisseurs, avec évidemment les employés de la société, mais les talents qu'on veut recruter finalement, qu'on arrive à développer ces succès. Et donc cet aspect de structuration et de lisibilité de la French Tech, du réseau, eh ben c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Finalement, ça prend quand même du temps de créer un grand succès entrepreneurial, il faut le reconnaître. Donc il faut espérer que les choses progressent en ce sens, bien sûr. Et voilà, et puis que le bouillonnement continue et qu'on l'espère, la France puisse contribuer, je dirais, au sein de l'Europe aussi à rattraper quand même un peu le retard, on peut le dire, en matière de grands champions, en particulier du digital, mais pas seulement, par rapport aux États-Unis ou la Chine, où vous avez un nombre de très très grands leaders qui pèsent très très lourd dans l'économie et donc aussi dans l'emploi. Et donc là, c'est un énorme défi français et européen et il faut qu'on se retrousse les manches et essayer de faire émerger ça, finalement, c'est très important. L'excellence, elle doit pouvoir être mise en avant et en permanence être remise au goût du jour. Donc le digital est un outil et un canal parmi beaucoup d'autres pour arriver justement à faire vivre cette forme d'excellence. Et donc c'est de connecter les nouvelles créations au digital pour travailler le faire savoir. D'avoir une vision sur son business et ses équipes, de définir un cap lié à cette vision, d'être capable d'emmener justement ses équipes et donc de fédérer. Et puis la troisième valeur, probablement la plus importante, ça serait la remise en question et l'adaptation en permanence. C'est le patrimoine, la valorisation de ce patrimoine, la transmission de ce patrimoine et l'ouverture de ce patrimoine à la création et au monde entier. Une image, ça part toujours d'une idée. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais confondre la manière dont on l'a construit et l'essence de cette image. Et en fait, on l'a construit en ayant une bonne idée, si je résume. Alors, cette image, à un moment donné, elle doit générer quelque chose de différent. Alors, elle peut générer quelque chose de différent sur la forme. Le luxe fait ça très bien. À mon humble avis, un fond un peu faible, mais à une forme tout à fait excellente et on va travailler là-dessus. Pour le commun des mortels, pour le commun des marques, ça va quand même toujours partir d'une idée et c'est cette idée qui va générer une image. Bien évidemment, ensuite, il faut faire appel à des savoir-faire et c'est le résultat de tout ça qui donne des éléments d'excellence. Ouais. On n'avait jamais vu ça. Cette notion de rupture, on n'avait pas, dans l'ampleur, c'était très grand, mais ça ne suffisait pas. On a pris 250 000 m² dans Paris, on avait 2500 personnes, mais je veux dire, il y a plein de gens qui font de très gros événements. En l'occurrence, il y avait au milieu de ça une image qu'on n'avait encore jamais vue, qui a été la construction de cette piste de 150 mètres de long, un peu plus même, au milieu de la Seine. C'est des difficultés extrêmes et c'est peut-être pour ça qu'on ne l'avait pas encore vu, parce que le courant, parce que la circulation fluviale et tout ce qu'on peut imaginer. Au milieu, une image qui résume tout, qui résume l'ambition, qui résume un peu ce que Paris 2024 voulait amener, à savoir de la créativité, des jeux créatifs, des jeux qu'on n'avait jamais vus. Forcément, ça donne envie. D'être différent des autres déjà, parce que sinon on rentre dans quelque chose de différent, on rentre dans la norme, d'être différent des autres donc, et surtout de rendre les gens fiers de ce qu'ils font, fiers de travailler avec vous, fiers de vous suivre, fiers de dire quand ils rentrent chez eux le soir ce qu'ils ont fait dans la journée.